Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire aujourd'hui, selon les sondages, entre 0,1 et 2% de la population mondiale se déclare trans, mais 100% d'entre elles et eux sont victimes de discrimination. Et ça commence très tôt. On va en parler avec Élie Hervé, l'invité du Grand Oral. Dans l'Anti-Sèche, on réveille notre culture générale. Cette semaine, histoire de la médecine au programme. Question du jour, à quelle occasion fut composé l'hymne anglais? Vous savez, God Save the King aujourd'hui. Réponse et explication dans moins de 10 minutes avec Jean-Noël Fabiani-Salmon. Et puis comme chaque semaine, nous retrouvons Amélie Paris, ce sujet des années collège aujourd'hui, la pratique sportive des collégiens. La quotidienne de School TV, c'est maintenant, c'est parti, Grand Oral. Élie Hervé, bonjour. Bonjour. Ravi de vous accueillir, vous êtes journaliste, vous venez de publier aux éditions Solar Transphobia, enquête sur la désinformation et les discriminations transphobes. C'est une enquête extrêmement riche, extrêmement complète, avec beaucoup de témoignages aussi. Et si on a voulu vous accueillir aujourd'hui, c'est plus spécifiquement pour parler d'un pan de l'enquête, c'est la situation des mineurs, parce que le sous-titre du livre dit enquête sur la désinformation et les discriminations transphobes. Les mineurs, ils sont au cœur des désinformations que vous dénoncez. Oui, tout à fait. On a vu une préoccupation s'installer dans la presse depuis le documentaire qui date des années 2000, qui est sorti en 2020 exactement, qui s'appelle Petite fille, qui a été un carton d'audience sur Arte. Documentaire de Sébastien Lifshitz. Exactement. Et en fait, depuis, beaucoup de médias se sont emparés de ce sujet-là, même si on avait quelques tribunes avant anti-trans. C'est à partir de ce moment-là qu'il a commencé à avoir un réel intérêt. Et donc, on a commencé à avoir des enfants, des mineurs trans qui ont été invités en plateau à ce moment-là. Et peu à peu, les collectifs anti-trans ont vu une opportunité dans cette couverture médiatique et le buzz que c'était en train de faire dans les médias et ont commencé à se former. Et ce qui fait qu'au fil des ans, on a enlevé les enfants trans des plateaux télé pour donner la parole aux personnes trans. Et aujourd'hui, sur les articles qui sont publiés parlant des personnes trans, 31% des articles donnent la parole aux anti-trans et seulement 20% donnent la parole aux personnes concernées. Ce qui est quand même assez... Un décalage plus que significatif. Quand on dit enfant trans, on va définir les choses, parce que l'essentiel de la prise en charge pour les mineurs, c'est ce qu'on appelle la transition sociale. Tout à fait. Aujourd'hui, il n'y a pas d'accès. Ce qui est souvent mis en avant, c'est qu'on mutilerait les enfants trans en France, c'est-à-dire qu'ils auraient accès à des opérations. Ça, c'est complètement faux. Les seules opérations auxquelles ont accès les mineurs trans, ça serait les torsoplasties, et c'est à partir de... Donc la torsoplastie, c'est la redéfinition du torse, voilà. Donc principalement pour les garçons trans. Et il y en a très peu. Il y en a très peu. Je crois que c'est une trentaine. Et c'est seulement à partir de 18 ans, oui, ou 17 ans et demi, et c'est à partir du moment où les personnes ont suivi un ou 2 ans de suivi. Et il y a une étude qui fait date, c'est la prise en charge de la Pitié-Salpêtrière, donc qui prend en charge des mineurs trans depuis 10 ans. Quand on parle de mineurs trans, c'est 250 depuis 10 ans. Donc en 10 ans, voilà. C'est pas donc quand on lit épidémie, quand on lit... c'est ça, je crois que c'est le mot qui a été employé. Il y a une épidémie de trans et les mineurs. Voilà, il faut s'entendre sur ce qu'est une épidémie, c'est pas le Covid. Exactement, c'est 250 personnes. Et là-dessus, on met en place aussi des bloqueurs de puberté. Là encore, ça ne concerne que 11% de ces 250 personnes sur 10 ans. Donc on voit bien que c'est... clairement une prise en charge sociale d'abord qui s'impose. Alors prise en charge sociale, ça veut dire quoi concrètement? C'est d'abord beaucoup d'écoute? Oui, tout à fait, c'est beaucoup d'écoute. Enfin, c'est beaucoup, c'est pas assez d'ailleurs, mais en tout cas c'est l'écoute. Dans l'idéal, ça serait beaucoup d'écoute et c'est aussi respecter le prénom de l'enfant, respecter son identité de genre. Ça veut dire si la personne désire être appelée il, que cette personne puisse être appelée il. En fait, c'est déjà des ajustements qui sont très simples à mettre en place et qui, pour le coup, si à un moment donné, la personne ne se sent plus d'être appelée il ou de s'appeler par ce prénom-là, ça peut être changé très rapidement. Donc, il n'y a aucun impact, si ce n'est une réticence de certains adultes. Et c'est là le seul problème, c'est la transphobie qu'on peut retrouver dans les instances étatiques, comme dans certains endroits, comme l'école, ou tout simplement auprès des familles. Et ça, on va évidemment en parler. Ce sont des actes assez simples dont vous parlez à l'instant et vous dites pourtant, ça a l'air simple, mais ça sauve des vies, littéralement. Hein. Oui, ça sauve des vies. C'est-à-dire que les enfants trans qui sont accompagnés par leur famille, en fait, ont 40 à 50% de chances de moins de faire une tentative de suicide. Je ne sais pas si vous vous rendez compte des chiffres, ils sont absolument énormes. Ils sont considérables. Je précise, si je me souviens bien, que le chiffre de 30 à 50%, il vient d'un rapport de la défenseur des enfants. Défenseur des droits, oui. Des droits, pardon. Oui, puisqu'il n'y a plus de défenseur des enfants, vous avez raison. La défenseur des droits de Claire et donc voilà. Oui, donc c'est pas un chiffre qui sort comme ça, c'est très documenté. Et puis de toute façon, même aux États-Unis, il y a une énorme ONG qui s'appelle Trevor Project, qui a étudié plus de 61 000 enfants depuis de nombreuses années et ils ont réussi à démontrer que quand les lois anti-trans étaient de plus en plus fortes, le taux de suicide des 13-17 ans explosait. On est passé à plus 71% de passage à l'acte. Donc voilà, il y a une corrélation qui est directe entre la prise en charge, c'est-à-dire un accompagnement social,
et la survie d'une partie des enfants trans. Donc de l'écoute, de l'acceptation, j'allais dire de l'amour, en tout cas au moins pour ce qui concerne la famille, puisqu'on ne va pas demander aux profs de forcément d'aimer les élèves, mais en tout cas de l'écoute. Ces bloqueurs de puberté que vous mentionniez, c'est un peu comme l'accompagnement de la transition sociale, leur prescription qui est rare, mais elle diminue aussi significativement le risque de dépression et de tentative de suicide. Tout à fait. Et les bloqueurs de puberté, c'est pas un médicament qu'on découvre. Et ça aussi, c'est important de le souligner. C'est un médicament qu'on a donné pendant des années et qu'on continue de donner aux enfants dont on considère qu'ils ont une puberté précoce. Donc c'est vraiment un médicament qu'on sait prendre en charge, sur lequel on connaît les effets secondaires. Là, le truc, c'est de dire aux mineurs trans, en fait, le temps que tu sois sûr dans ton genre, que tu puisses voir ce que toi, tu as envie éventuellement plus tard, que ce soit des opérations quand tu seras majeur ou des hormones, on va mettre sur pause ta puberté. Le jour où tu considères que tu es prêt pour autre chose, on verra. Mais en attendant, ça veut dire qu'on met sur pause ta puberté. Et c'est aussi simple que ça. Et le jour où on arrête ces bloqueurs de puberté-là, eh ben, la puberté reprend. C'est réversible. C'est réversible, voilà. Donc il n'y a pas de danger pour les mineurs trans à prendre des bloqueurs de puberté. En revanche, un mineur qui va avoir accès aux bloqueurs de puberté dans un parcours de transition va être mieux accompagné et donc va avoir son stress minoritaire diminué et à terme... Pardon ? Et à terme Non, je vous laisse terminer la phrase. Et à terme, du coup, il aura moins de chances de passer à l'acte et de se mettre en danger et de survivre aussi à son adolescence. Pardon pour José qui vous a interrompu, mais c'est parce que vous avez prononcé une expression que je voudrais vous entendre définir, qui est stress minoritaire, oui. Que vous expliquez d'ailleurs dans le livre. Oui, stress minoritaire, en fait, c'est un terme pour expliquer. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est Absolument. Un chercheur qui est revenu dessus, qui explique qu'en fait, le problème, c'est pas d'être LGBTQIA+, c'est les discriminations qui en découlent. Et dans une société comme les nôtres, on va pas se mentir, qui est pas très inclusive, en fait, les personnes minorisées, et donc là, les personnes trans en ce qui nous concerne, vont subir du stress permanent. Le fait de pas être reconnu dans son identité de genre, de pas être genré correctement, de pas recevoir le prénom, de pas recevoir d'amour, d'être exclu du monde du travail, de pas pouvoir aller chercher un colis à la poste parce que c'est pas le bon genre ou parce que l'apparence physique ne correspond pas à ce que la personne attend du genre qui est inscrit sur la... C'est des tout petits détails, mais à la fin de la journée, en fait, ça fait une énorme boule de stress et ça peut créer énormément de problèmes ensuite. Et il y a un sujet dont on parle régulièrement ici, c'est celui du harcèlement. Est-ce qu'on peut dire que finalement aucune personne trans n'y échappe ? Oui, exactement. À l'école, mais oui. Et d'ailleurs, il y a eu énormément de cas là-dessus dans la presse ces derniers temps. Moi, je pense notamment à une jeune que j'ai interrogée pour ce livre-là, pour Transphobia, qui me racontait en fait avoir été victime de violences en ligne. Et en fait, Gabriel Attal, qui était à ce moment-là ministre de l'Intérieur, a essayé d'en faire un porte-voix, un symbole. Et en fait, elle s'est retrouvée avec énormément de presse devant son établissement scolaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est le moment où l'élève a été arrêté dans sa propre classe par des policiers qui sont venus chercher dans l'école. Et en fait, on lui a reproché ça. Et elle, il faut savoir c'est une enfant, c'est une mineure. Et elle s'est retrouvée dans une situation où elle devait fuir la presse, où certains journalistes n'ont pas obtenu l'accord de ses parents et ont quand même fait des interviews où elle était reconnaissable. Et donc, en fait, ça a déclenché du harcèlement qui a été extrêmement violent derrière. Transphobia, enquête sur la désinformation et les discriminations transphobes, c'est chez Solar. C'est un livre bourré d'informations, d'analyses. Vous faites parler plein de gens, mais vous donnez aussi la parole et vous reproduisez un certain nombre de documents. Il y a une lettre assez bouleversante. Oui. Je crois que vous vouliez en donner un extrait. Oui. C'est vous qui la lisez ? Je vous en prie. Le début, en tout cas. Allez-y, je vous en prie. C'est moi ? Oui. Lila, 17 ans, qui s'est suicidée le 28 décembre 2014, à 14 ans. J'ai appris ce que transgenre voulait dire et j'en ai pleuré de joie. Après 10 ans de confusion, je comprenais enfin qui j'étais. Je l'ai immédiatement dit à ma mère qui a réagi très négativement. Elle me disait que c'était une phase, que je ne serais jamais vraiment une fille, que Dieu ne se trompait pas, que c'était moi qui faisais erreur. Alors si vous lisez ceci, parents, s'il vous plaît, ne dites jamais cela à vos enfants. Même si vous êtes chrétien ou contre les personnes transgenres, ne dites jamais cela à quelqu'un, surtout pas à vos propres enfants. Cela n'accomplira rien du tout, mis à part les amener à se détester davantage. C'est exactement ce que ça m'a fait. On est ému quand on lit cette lettre. Il y a une suite. Malheureusement, ça se termine. C'est signé Lila Alcorn, en barrant son ancien prénom, le dead name, on en parlera du dead name juste après, l'antisèche. Voilà, donc c'est le genre, c'est pour vous dire que c'est pas uniquement un ouvrage de réflexion ou d'information, c'est aussi un ouvrage très incarné que vous avez publié. On continue à en parler après l'antisèche ? Tout à fait. L'antisèche. Comment ça va ?
Non, je sais, je me suis, tout en le faisant, je me suis dit, tiens, pour une rubrique qui est quand même plutôt sympa et détendue avec vous, Jean-Noël Fabiani-Salmon, on va mettre une ambiance un peu lourde, mais on va essayer de retrouver le sourire là quand même quelques instants pour répondre à la question de à quelle occasion fut composé l'hymne anglais God Save the King. Je rappelle que vous êtes professeur de médecine, directeur de l'enseignement de l'histoire de la médecine à l'université Paris-Descartes et auteur du meilleur manuel finalement d'histoire de la médecine, celui que ne lisent pas seulement les étudiants en médecine, à savoir cette incroyable histoire de la médecine paru aux arènes BD illustré par Philippe Bercovici. Alors, l'hymne anglais, c'est un hymne français au départ. C'est un hymne français et surtout ça nous replonge. Oui, et surtout ça nous replonge dans un épisode médical, chirurgical même, très dur de l'histoire de France, où le pauvre roi Louis XIV avait une fistule anale. Alors une fistule anale, c'est embêtant, ça fait communiquer l'intérieur du canal anal et la fesse, avec des abcès qui se forment, on ne sait pas très bien comment traiter ça, les médecins ont essayé d'abord de traitement, ça n'a pas fonctionné, et donc on fait venir le barbier chirurgien, parce qu'à l'époque, il y avait des barbiers chirurgiens. Pourquoi c'est des barbiers alors et pas des chirurgiens Ah ben parce que l'Église a interdit aux clercs, aux gens qui connaissaient le latin, de faire des études pour devenir docteur en médecine. La chirurgie par le fer et le feu est interdite. Exactement. Depuis 1215. Ouais. Donc, les seuls qui peuvent encore travailler un peu, c'est les barbiers. Pourquoi les barbiers? Parce qu'ils ont les dames qui coupent, tout simplement. Donc, c'est les barbiers qui tiennent les choses avec des grands et des fameux, comme Ambroise Paré, qui a été un formidable... Pourquoi il est rentré dans l'histoire d'Ambroise Paré? Il a son hôpital, il a ses rues, ses avenues. Parce que, d'abord, il est français. Il est très français. Et d'autre part, il est râleur, il n'est jamais d'accord avec tout le monde. Il a été quand même le barbier chirurgien de 4 rois de France successifs. Et puis surtout, il était adoré de ces hommes parce qu'il partait à la guerre et il était chirurgien militaire. Et il opérait sur le champ de bataille. Et il était adoré de tout le monde. Donc, il a laissé son nom. Alors, tout le monde ne sait pas qui est Ambroise Paré, mais tout le monde sait qu'il y a un hôpital Ambroise Paré à Paris, ou à Marseille, à un tas d'endroits de France et de Navarre. Bon, alors, on doit opérer la fistule de Louis XIV. Qu'est-ce qui se passe? On a le barbier chirurgien qui débarque. Et Félix, il s'appelle Félix. Et Félix, il dit, Sire, il faut que je vous fasse l'opération cruciale. Le roi lui dit, écoute, faisons-la. Et il dit, mais je la connais pas très bien. Alors, il faut que je m'entraîne. Et alors, le roi Louis XIV dit, écoute, Félix, mes galères et mes prisons te sont ouvertes, entraîne-toi. Et donc, Félix s'entraîne. Et il fait venir un de ses copains pour faire l'opération. Finalement, on fait l'opération, c'est en novembre. Et Louvois, qui est pour l'opération, parce qu'on dit partout dans les cours d'Europe que le roi va mourir. Donc il faut absolument faire quelque chose. Et donc Félix fait l'opération. L'opération consiste à ce qu'on appelle à mettre à plat, avec un bistouri spécial qu'il a fait. On peut voir au musée d'histoire de la médecine, un magnifique bistouri pour trouver la fistule. Puis on met tout à plat. Et puis il faut attendre qu'après que ça se comble. Alors heureusement, Félix a une arme secrète. C'est le vin de Bourgogne. Il fait tous les jours le pansement du roi avec un coup de pommard sur les fesses. Et en quelques mois, les choses vont dans l'ordre. Et c'est un succès formidable. Bon. Tout le monde, le roi est guéri. Mais alors, qu'est-ce que fait Madame de Maintenon, l'épouse morganatique? Elle veut remercier Dieu. Elle demande donc à Lully de composer un ode. Le grand Lully. Le grand Lully, un ode pour remercier Dieu d'avoir guéri son mari. Et on fait des paroles et tout ça. Que Dieu sauve le roi, que Dieu sauve le roi. Elle fait chanter ça par la demoiselle de Saint-Cyr. Et là, il y a Jacques II, le futur Jacques II Stuart d'Angleterre, qui est exilé, puisqu'il y a Cromwell au même moment en Angleterre, qui écoute cet air et tout. Ils ont ça formidable. Et alors on va vous le chantonner, cet air, ça fait pas da di 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 da. Vous êtes parfait. Hein, parfait quand même, c'est ça. Oui. Vous êtes parfait. Et vous avez reconnu l'air de God Save the longtemps Queen, désormais King de nouveau. C'est nouveau King. Il accepte, il fait orchestrer ça ensuite, le roi d'Angleterre, par Handel, et ça donne ce que vous avez chanté, le God Save the King ou The Queen. The King, mais c'est The King en ce moment. Voilà. Et comme disait la comtesse de Créqui qui raconte l'histoire, elle disait... que l'hymne national anglais vienne d'un anus, ça ne m'étonne pas. Toujours aussi aimable, les bonnes relations franco-britanniques. Jean-Noël Fabiani, seulement, juste un tout petit mot, quand est-ce que les chirurgiens acquièrent leur lettre, j'allais dire, de noblesse? Quand est-ce que c'est plus seulement un truc pour les barbiers ou on est pas parce que vous êtes chirurgien cardiaque, c'est un peu la noblesse de la profession. Oui. Non, écoutez, le seul, comme toujours, qui à un moment donne un coup de poing sur la table et qui dit, c'est Bonaparte, évidemment.
Et voilà, et qui dit quand même, c'est des médecins, les chirurgiens. Merci beaucoup. On se retrouve demain pour une nouvelle question. Vous êtes toujours professeur de médecine, vous dirigez toujours l'enseignement de l'histoire de la médecine à Paris Descartes. Vous êtes toujours l'auteur de l'incroyable histoire de la médecine. C'est aux arènes BD et c'est génial. Allez, la question pour demain, qu'est-ce qu'on va pouvoir demander? Tiens, ah ouais, ça je l'adore celle-là. Pour quel motif furent inventés les gants chirurgicaux? Réponse demain. On retrouve Elie Hervé. On continue à parler de transphobie grand oral. Elie, en matière de prévention, le moins qu'on puisse dire, c'est que l'éducation nationale, elle n'est pas toujours au rendez-vous. Oui. Oui, ok, merci. Question suivante. Non, il y a des rendez-vous manqués. Donc, le premier rendez-vous manqué, c'est les fameuses sessions d'éducation à la vie affective et sexuelle qui n'ont pas lieu. Qui n'ont pas lieu parce que, en fait, depuis 2013, et les ABCD de l'égalité qui ont été mis en place par François Hollande et Najat Vallaud-Belkacem ont été tellement attaqués à ce moment-là par une partie de l'extrême droite, il faut bien le dire, que en fait François Hollande a fait demi-tour sur ces ABCD de l'égalité. Et ce qui était ressortir à ce moment-là, c'est que on apprenait aux enfants à se masturber, ce qui était évidemment complètement faux. C'est un déferlement de fake news absolument incroyable à l'époque. Oui, et ça a conduit à ce qu'une enseignante soit dans l'obligation de démissionner et de déménager, tellement les violences à son encontre étaient énormes, parce qu'elle avait été accusée de demander à 2 enfants de se masturber. Depuis, les personnes qui ont mis en place cette rumeur ont bien évidemment été condamnées pour injure publique, il me semble, et diffamation publique, mais le mal a été fait. Et en fait, cette désinformation qui vient de l'extrême droite, elle continue aujourd'hui à circuler. Et récemment, il me semble, en novembre ou décembre, il y a un ministre qui, depuis, n'est plus ministre, qui était revenu sur la théorie du genre. Et c'est assez étrange de voir cette phrase, ce thème-là, revenir dans la bouche de ministre, quand on sait d'où ça vient. Puisque du coup, la théorie du genre, c'est un terme inventé par le Vatican dans les années 90 pour lutter contre l'égalité femmes-hommes, qui considère comme le Vatican pensait que l'égalité femmes-hommes allait mettre un terme à la paix dans les foyers. Et donc, ils ont théorisé ça. Ça a été repris ensuite par l'extrême droite ou les évangélistes aux États-Unis, qui en ont fait toute une guerre culturelle, un peu gagnée en ce moment quand même, puisque Trump a fini par être élu. Je pensais pas seulement à ces sessions d'éducation à la sexualité dont on parle régulièrement ici, pour dire qu'il n'y en a pas assez. Ce que vous relevez aussi, on n'y pense pas, mais enfin, une fois qu'on vous a lu, on se dit, bah oui, c'est évident, les manuels de SVT, par exemple, la représentation des corps masculins, féminins, etc. Il y a 2 genres. Oui, tout à fait. C'est Gabrielle Richard, du coup, qui en parle très bien, qui est une chercheuse justement sociologue là-dessus, sur ces questions-là, et elle explique qu'en fait sur les corps, c'est des corps qui sont blancs déjà, avec le corps d'un homme d'un côté, le corps d'une femme, et des flèches qui définissent ce qui changerait dans le corps à la puberté, et notamment ce qui est assez frappant, c'est de dire que les poils, ça ne concerne que les hommes, ou alors le pubis féminin, et ça s'arrête là. Et donc en fait, au-delà de la binarité et du fait de mettre de côté toute une partie de la population trans, ça va aussi créer des complexes chez beaucoup d'enfants qui vont se dire, en fait, je ne rentre pas dans cette norme-là, moi j'ai des poils à d'autres endroits, les garçons vont peut-être se dire, ma voix n'a pas tant mué que ça, etc., etc. Et donc en fait, cette façon de présenter les corps, au-delà des personnes trans, est problématique sur l'intégralité des enfants. Alors on a prononcé l'expression dead name tout à l'heure, le prénom mort, en quelque sorte. Il y a quand même des décisions qui peuvent sembler, vu de l'extérieur, en tout cas positives. Je pense à la circulaire Blanquer, qui à un moment autorise un élève, une élève, même sans l'accord des parents, à choisir dans son établissement scolaire son prénom d'usage. Alors ça avait fait suite à un drame, qui était le suicide d'un élève, si je me souviens bien, du côté de Lille. Mais ça, c'est plutôt bien, non? Oui, c'est une première avancée, mais depuis, en fait, c'est la seule avancée qui a été faite au sein de l'établissement scolaire. Et en fait, le problème, c'est qu'elle n'est pas suffisante, puisque ça voudrait dire que c'est à l'élève de faire cette démarche-là, d'aller demander aux enseignants, et puis après, les enseignants d'avertir les parents également. Donc en fait, on en vient toujours au même point, c'est que ces ajustements ne sont pas énormes, et puis en plus, ça ne concerne que la vie scolaire, c'est-à-dire que sur le cahier de correspondance, sur les notes, etc., ça va être continué à son ancien prénom. C'est uniquement dans l'usage? Oui, c'est uniquement dans l'usage. Ah oui, d'accord, ça m'avait échappé. Je pensais qu'il y avait des changements, y compris dans le carnet de correspondance. Il peut y avoir des changements dans le carnet de correspondance, mais à ce moment-là, il faut l'accord des parents, bien évidemment. Et donc, on en revient au même point de début qu'on disait, c'est que les enfants trans, quand ils ne sont pas accompagnés, ont un taux de passage à l'acte qui est nettement supérieur au reste des enfants. C'est ça. Alors, un des propos de parents les plus fréquents, les plus douloureux, c'est quand les parents parlent de faire le deuil. Donc, pour le coup, de parents y compris qui acceptent le cas échéant et qui accompagnent. Mais il ne suffit pas. En fait, faire le deuil, c'est une expression qui est assez compliquée à entendre pour les personnes trans, parce que ça voudrait dire que la personne qu'on était avant est morte. Et ça, c'est pas le cas.
Et en fait, c'est juste que la personne va avoir suffisamment de force pour pouvoir s'affirmer comme elle ou il l'entend, et donc rentrer dans une logique où cette personne va être de plus en plus heureuse, va être de plus en plus affirmée, va être de plus en plus elle-même. Et donc quand les parents parlent d'un deuil à faire, ça voudrait dire que leur enfant est mort. Et donc ça voudrait dire que la personne qui est face à eux, qui c'est, si c'est pas leur enfant, si c'est pas la personne qu'ils et elle ont élevé pendant toutes ces années-là. Alors c'est bien sûr la même personne. Alors pourtant on dit dead name quand même, donc bien, et ça pour le coup c'est la communauté qui le dit, donc il y a bien quelque chose qui meurt quand même. Le dead name, on parle aussi. Il y a dead. On parle aussi de prénom de lait. C'est ça. C'est un terme qu'on va. C'est peut-être une meilleure appellation. Oui, c'est un terme qu'on emploie de plus en plus justement pour signifier ce côté. C'est pas quelque chose qui est mort. Et si on parle beaucoup de l'importance des familles, c'est aussi parce que beaucoup de personnes trans, alors là pour le coup, on ne parle pas spécifiquement des mineurs, mais en général, perdent tout ou partie de leur cercle familial. C'est quelque chose qui revient très très souvent. Oui, ça c'est assez fréquent. Et d'ailleurs, toute la première partie du livre est là-dessus, sur le rejet des familles. Il y a notamment un témoignage à ce sujet que je vous invite à découvrir, qui est extrêmement dur aussi, de comment les familles, en fait, vont mettre de côté leurs enfants parce que ça ne rentre pas dans les critères qu'ils et elles avaient. Et moi, c'est un truc qui m'a beaucoup choquée parce que je suis partie du coup en Pologne-Ukraine pour plusieurs médias et notamment La Déferlante. Et c'était au moment où la guerre en Ukraine s'est déclarée. Et pour La Déferlante, j'avais suivi notamment des jeunes ados, on va dire, LGBTQIA+. Et beaucoup de familles avaient fui la guerre en Pologne en laissant leurs enfants dans un contexte de guerre. Donc des enfants qui vivaient dans la rue, des enfants queer qui vivaient dans la rue parce que leur famille a considéré que ils et elles n'avaient pas le droit de fuir et de vivre avec eux. Donc en fait, quand on rejette un enfant, là c'est un cas extrême, mais en France aussi, il arrive que des enfants se retrouvent à la rue parce que leurs parents les rejettent. Et aujourd'hui, il n'existe aucune structure d'accueil permettant la mise à l'abri des enfants trans. Et donc ce sont des enfants qui vont se retrouver en général à l'aide sociale à l'enfance, dans des foyers où ils et elles vont de nouveau subir des discriminations transphobes. Voilà, et j'allais dire, d'autant que certains foyers de l'ASE, pas tous heureusement, mais enfin quand même, ce sont des lieux qui ne sont pas évidents pour les enfants et les ados en général, et alors a fortiori, quand ils sont dans la situation que vous décrivez, c'est encore plus compliqué. On s'est concentré aujourd'hui sur la partie du livre qui évoque la situation des mineurs. Il faut savoir que c'est aussi sur ce terrain-là, vous l'avez dit en début d'entretien, que des associations, des personnalités anti-trans se manifestent. Vous citez à l'appui le sociologue Emmanuel Bobatti quand il dit que la question de la jeunesse est souvent mobilisée pour agiter des paniques morales. Tout à fait. Et en fait, ça se voit dans l'enquête que j'ai menée. J'ai pu le démontrer. En fait, c'était la première pierre le premier domino, si vous voulez. Après, l'idée, c'est de s'en prendre aux adultes trans, puis au reste de la communauté LGBTQIA+, puis aux femmes cis, puis au reste des personnes minorisées. Et d'ailleurs, on le voit très bien aux États-Unis avec le projet de société que Donald Trump est en train de mettre en place. Il s'est d'abord, dans les premières heures de son mandat, il s'est d'abord attaqué aux personnes trans. Depuis qu'il a été élu, c'est 850 projets de loi contre les personnes trans qui ont été adoptées. Oui, et je crois que c'est 36 lois fédérales qui ont été adoptées. Puis après, il s'en est pris aux majeurs trans en interdisant notamment l'accès aux toilettes. Ça peut paraître anecdotique, mais je mets quiconque au défi de ne pas pouvoir aller aux toilettes pendant une journée. C'est assez problématique quand même comme façon de faire, en plus en se basant sur de la transphobie. Et puis derrière, il s'en est pris aux femmes en interdisant l'avortement ou en essayant d'interdire l'avortement, etc. Puis aux personnes racisées, etc., etc. Et ce projet-là de société, on l'a vu aussi se mettre en place en Pologne, qui a changé de gouvernement du coup pour un gouvernement de centre-gauche il y a 1 an et qui depuis 1 an n'arrive pas à revenir sur les lois qui ont été adoptées. Donc par exemple, par la réautorisation de l'avortement, par la mise... par la baisse des violences à l'encontre des personnes queer notamment. Voilà, ce sont des progrès lents et des reculs rapides, malheureusement. Élie, Hervé, merci beaucoup. Je renvoie à la lecture. Alors j'insiste vraiment, on a beaucoup insisté sur les enfants. C'est en fait une enquête beaucoup plus large, beaucoup plus systémique sur les discriminations transphobes, enquête sur la désinformation et les discriminations transphobes. Le titre c'est Transphobia, ça vient de sortir, c'est chez Solar et c'est une grande et belle enquête. Et on vous lit sinon dans La Déferlante, dans Les Jours aussi, je crois. La Déferlante, Les Jours et La Disparition, oui. Voilà, qui sont les médias pour lesquels travaille Élie Hervé. Vous restez avec nous, on va aller au collège faire du sport. Plutôt sympathique ça. Jean-Noël, merci beaucoup. On se retrouve demain pour parler des gants chirurgicaux. Super, les années collège.
Comme chaque semaine, nous avons le plaisir de retrouver Amélie Paris. Amélie, bonjour. Bonjour. Les années collège, c'est votre chronique. Vous qui êtes professeur documentaliste au collège Maurice Utrio à Paris, dans le 18e collège classé en REP. Plus. Et on parle de sport aujourd'hui. Les deux ministres de l'Éducation nationale et des Sports, Elisabeth Borne et Marie Barsac, donc, ont annoncé récemment la mise en place d'une évaluation de forme physique pour les élèves de 6e, ceux qui arrivent au collège. Une expérimentation qui, en fait, avait déjà eu lieu en septembre dernier sur 4000 collégiens. Oui. Et donc, avec cette annonce, les deux ministres souhaitent aller plus loin en généralisant ces tests à l'ensemble des élèves donc, qui entreront en septembre en 2025. Mais attention, il n'y aura pas d'obligation pour les enseignants d'EPS à faire pratiquer ces tests, mais une forte incitation. Ça, c'est ce qu'on dit quand on ne donne pas de moyens. Voilà. Oui, c'est ça. Pardon, traduit. Alors, le gouvernement entend mettre encore plus l'accent sur le sport à l'école, l'un des axes voulus par Emmanuel Macron en 2022. Déjà, une mesure inspirée de ce qui se fait en Écosse a instauré 30 minutes d'activité physique quotidienne pour les élèves de primaire, mais qui a apparemment qui peine encore à s'installer. Question de formation aussi, comme toujours, des professeurs des écoles et de moyens. Alors, en tout cas, aujourd'hui, au collège, les élèves reçoivent un enseignement d'éducation physique et sportive de 4 heures en classe de 6e, puis de 3 heures pour les autres niveaux, avec une place importante au savoir nager à acquérir et valider dans le cadre du socle commun. Ces mesures visent aussi à lutter contre la sédentarité qui s'est ancrée dans le quotidien des jeunes, parallèlement à l'augmentation de l'usage des écrans. Et là, je crois que vous avez des chiffres, ils sont édifiants. Mais oui, les résultats de l'enquête en classe menée en 2022, les résultats de 2024 ne sont pas encore publiés, mais révèlent que 73% des 11-17 ans n'atteignent pas les standards d'activité physique recommandés par l'OMS de 60 minutes d'activité chaque jour. Et cette situation se dégrade au fil des classes, notamment de la 6e à la 3e, et en particulier chez les filles. Et la France se classe 119e sur 146 pays. Ah, c'est vraiment pas du tout médaille de rien du tout, là. Non. Pour le niveau de pratique d'activité physique et sportive chez les adolescents. Et en 25 ans, ils n'ont même pas perdu 40% de leur capacité cardiovasculaire, ce qui est énorme. Et pourtant, vous venez nous expliquer que les 11-14 ans, ceux du collège, ils font du sport. Ben oui, mais pas toutes, ni tous. Et puis, cette pratique, comme je le disais, elle tend à diminuer entre la 6e et la 3e. Alors, ils ne sont finalement que 59% à avoir une activité physique et régulière pour laquelle le rôle des amis est très important. Ils peuvent servir de modèle, ou ils peuvent se soutenir ou s'encourager pour commencer une nouvelle activité, ou au contraire, s'en éloigner ensemble. Ok, chez vous, là, Maurice Utrio, ils font quoi comme sport, par exemple? Eh bien, ils aiment les sports collectifs. Ouais. Alors, le foot, qui revient le plus souvent chez les garçons, mais de plus en plus chez les filles. Alors, il faut dire qu'il y a beaucoup de clubs et puis beaucoup de structures aux alentours. Ils aiment aussi le basket, le roller, et puis loin derrière, le tennis. Mais c'est le MMA pour arts martiaux mixtes ou mélangés qui cartonne chez les garçons les plus âgés, donc à partir de la 4e. Mais les filles ont, elles aussi, leur sport de combat avec la boxe qui est de plus en plus pratiquée. Et ça, c'est un phénomène qui est vraiment national, puisque le nombre de licenciées féminines a quasiment doublé entre 2012 et 2023. Donc un véritable décollage pour ce sport qui leur a été interdit en compétition il y a plus de 20 ans. Il faut dire qu'on a quelques belles championnes françaises. Il y a dû avoir un côté rôle modèle dans cette histoire-là. Vous parlez du rôle des amis, les copains, les copines dans la pratique sportive des jeunes. Il y a quand même le rôle des parents aussi, eh bien, oui, parce que souvent, alors, les parents pensent que leur enfant est assez actif, que tout va bien, parce qu'il n'est pas en surpoids, parce qu'il bouge assez à l'école, mais finalement, ce ne sont pas des critères qui sont fiables. Et puis, les enfants ne peuvent pas tout valider, tout décider seuls. Le simple fait de s'inscrire dans un club nécessite leur aide, ne serait-ce que financière, ou encore pour se rendre sur les lieux. Et voilà, donc ça produit des inégalités, là encore, chez les ados dans la pratique sportive. Mais oui. Alors, selon l'enquête de Santé Esteban, cette fois, les adolescents des milieux défavorisés pratiquent moins d'activités physiques et sont plus sédentaires que ceux des milieux favorisés. On verra ce que révèlent les tests de forme physique à la rentrée prochaine. Si tout le monde veut bien les passer, s'il y a assez de volontaires. Amélie, merci beaucoup pour cette chronique. On se retrouve la semaine prochaine. La quotidienne, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à toute l'équipe. Laure Audemont au maquillage, Marine Plantec et Dylan Colère à la préparation, qui sont en régie aujourd'hui avec au son Saïd Mamou et à la réalisation Mani Pézèche. Vous restez sur School TV, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.